Bonsoir tout le monde. Shalom. Salam alaikum. Je suis le chargé d'affaires, M. Kahia, le chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc à Ottawa. Monsieur le directeur général de la communauté séfarade unifiée du Québec, M. cher ami Daniel Ammar, et Monsieur le président de la congrégation séfarade pour Haïm. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour la deuxième fois en ces lieux spirituels dans le cadre du cycle de conférences du Centre culturel marocain d'Al Maghrib qui se trouve à Montréal, qui est un centre culturel marocain créé par Sa Majesté le roi Mohamed VI Maïsra. La conférence qui nous réunit aujourd'hui en ces lieux est sa thématique Mohamed V et les Marocains juifs, à laquelle se sont associés avec le Centre culturel marocain d'Al Maghrib pour son organisation, la congrégation séfarade Or Haïm et la communauté séfarade unifiée du Québec rappellent les liens de marocanité qui nous unissent. L'affluent hébraïque, c'est ainsi qu'est reconnu en ces termes même dans la préambule de la nouvelle constitution marocaine de 2011. L'empreinte juive qui marque la société marocaine depuis plus de 2000 ans et fait partie des forces vives de notre pays, le Maroc. Je ne manquerai pas de souligner dans ce contexte que la communauté judéo-marocaine rassemble dans le monde entier plus d'1 million de personnes autour d'une culture et d'une tradition commune. Cette diaspora, se trouvant sur tous les continents, cultive, génération après génération, sa mémoire et affiche son complexe. Plus que ça, à travers le monde, il ne cesse d'apporter son soutien au développement de son pays d'origine, le Maroc. Ce soutien et ces liens indéfectibles qu'entretiennent les Marocains juifs à travers le monde, avec leurs racines marocaines profondes, ne sont pas fortuits. La communauté juive marocaine fait partie intégrante, mesdames et messieurs, de l'identité du Maroc qui est plurielle. Nous nous souviendrons toujours, tous, comment feu le roi Mohamed V avait protégé 250 000 juifs du royaume, des nazis et des forces d'occupation françaises de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, en 1941, alors que le Maroc était encore sous protectorat français, contrôlé par un gouvernement pro-Vichy, le roi Mohamed V avait refusé d'appliquer les lois discriminatoires. C'est dans cette partie de l'histoire du Maroc que nous nous plongeons ce soir avec la contribution d'un conférencier de marque qui n'est plus à présenter. C'est M. Guillaume Jobin que je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir très fort. Monsieur Jobin Guillaume n'a pas hésité une fraction de seconde de répondre favorablement à mon invitation et je le remercie énormément. Merci, cher ami. Je suis arrivé au Maroc totalement par hasard. Il y a 10 ans, quand mon patron, qui était à l'époque une espèce de gâteau un peu raciste, m'a dit « Débrouille-toi avec les Marocains pour voir ce qu'ils veulent là-bas à Casablanca ». Et je suis tombé sous le charme du pays que je connaissais pas. J'avais jamais mis les pieds au Maroc. Vous m'entendez ou pas, enfant? Oui. J'avais fait comme avec les enfants à l'école. Et après, on a ouvert à Alger, à Tunis, à Dubaï, et peut-être dans 3 semaines, Inch'Allah, comme on dit dans un nouveau pays, en Israël. Ouais, on est aussi au Sénégal. On fait tout comme les Marocains, donc on est au Sénégal, au Cameroun, à l'île Maurice. Et ça me donne le plaisir, hélas on n'a rien fait au Canada, mais donc je viens pour le plaisir de parler de mes livres, ce qui est la moitié du plaisir d'écrire un livre. Mohamed V, je vais dire Mohamed V parce que Mohamed Ben Youssef c'est un peu compliqué pour moi à dire. Il a été mis par son père à Fès pour plusieurs raisons. Il y avait des raisons familiales, mais il y avait aussi des problèmes avec les 2 frères aînés. Et je ne veux pas rentrer trop dans les problèmes parce que c'est pas le sujet du propos. Mais ce qui fait que Mohamed V a vécu en fait une jeunesse dans laquelle il était
Or, Marzen, si on veut, il était un peu isolé à Fès. Il était copain avec des gens du peuple, il était copain avec ses amis juifs de la rue, donc il sortait du palais tout seul. Il était même copain avec des fonctionnaires français qui s'occupaient du... Alors, pas des hauts fonctionnaires, mais il y a eu le postier, enfin des gens comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'il a connu un début de vie qui était très simple, très populaire, très jeune et très mélangé. Et ça influe sur le caractère qu'il va avoir après et sur son comportement dans la France, dans le Maroc colonisé par la France. Et je dis bien colonisé parce que c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque. Le protectorat n'était plus qu'une fiction sur le papier. On va faire un peu d'histoire. En 1868, Moulay Hassan Ier, qui est le premier Hassan, signe un décret dans lequel il reconnaît l'égalité des juifs et des musulmans dans ces sujets. Et ça, Lyautey va le confirmer par la suite en 1918 en faisant un délire officiel aussi que Moulay Youssef signera. Et en fait, quand on dit c'est reconnu dans la Constitution aujourd'hui, c'est vrai, mais sachez que ça date quand même de 1868. À tel point, quand il y a eu la conférence de Madrid dans laquelle les pays occidentaux ont essayé de se faire le Maroc en découpant et en obligeant à rompre avec ses habitudes anciennes, le ministre marocain, qui était votre prédécesseur en quelque sorte, qui était délégué, a dit mais l'Autriche demande à ce qu'il y ait l'égalité, avec l'Autriche qui avait une très importante communauté juive, notamment dans le bas de l'Ukraine, demande à ce qu'il y ait l'égalité entre les juifs et les musulmans. Et l'ambassadeur du Maroc se lève, s'en va et dit on l'a déjà depuis 1860. Donc c'est pas nouveau. Quand Mohamed V arrive au pouvoir, donc, il a une phrase, un petit peu plus tard, à la fin des années 20, début des années 30, il a une phrase qu'il répond, c'est vrai le document auquel Baïda fait allusion, dans lequel il dit « Toute personne qui me reconnaît comme son souverain, musulman, juif et même fonctionnaire français, il est sous ma protection. » Quand tu parles des fonctionnaires français, c'est des fonctionnaires français du protectorat. Et d'ailleurs, il y en a qui vont aller faire ce chemin et aller, on verra par la suite, pendant la guerre, faire le chemin, pas de se soumettre, mais de reconnaître Mohamed V comme le souverain. Alors, Mohamed V, il était particulier dans le sens où il y avait le nombre de juifs à l'époque au Maroc, on ne sait pas trop. Dans le Maroc, sous protectorat français, probablement 250 000, c'est le chiffre retenu. 50 000 chez les Espagnols, à peu près. Donc ça fait 300. En fait, en 45, on en retrouve 300 en faisant l'addition. Avec des origines, vous le connaissez mieux que moi, mais qui remontent jusqu'à la nuit des temps, parce que moi, les traces que j'ai retrouvées, il y a des juifs qui sont venus d'Israël de l'époque avec les Phéniciens, donc il y a 3000 ans, 4000 ans. Il y en a qui sont arrivés par l'Égypte, il y en a beaucoup qui sont venus de l'Andalousie, quand les catholiques espagnols ont chassé. Donc ça fait une communauté qui est assez mélangée. Moi j'ai vu des tribus. Je ne sais pas si vous connaissez Kamel Ashkar, qui avait un film qui s'appelle Itinéraire Jérusalem. Oui, c'est passionnant, ça raconte la vie des. Bon, je m'écarte un peu de mon sujet de Mohamed V, mais c'est à voir aussi. Alors, à un moment, Mohamed V se rend compte, quand il commence à y avoir des débuts de propagande, je dis bien de propagande parce qu'à l'époque c'était ça. La résidence française, donc quand je dis la résidence, c'est le gouverneur français, ça sera plus simple, décide, pour ennuyer je reste poli quand je dis pour ennuyer les Anglais, de favoriser le mouvement sioniste en Palestine, dans ce qu'on appelle la Palestine de l'époque. Donc les Français vont créer même un journal pro-sioniste au Maroc, pour pousser des Juifs marocains à partir enquiquiner les Anglais en Palestine, parce que les Anglais leur faisaient la même chose aux Français au Liban. Donc c'était vraiment la petite politique locale. Là-dessus, le nombre de gens qui sont partis en Israël ou en Palestine, je ne sais pas comment il faut dire à l'époque, entre 1922 et 1939, c'est moins de 500, sur une communauté de 250 000 à peu près. Les chiffres, les Français les avaient. Je pense que les Marocains les ont peut-être, mais en tout cas, les Français refusent de donner les chiffres relatifs au recensement. Il y a eu des recensements tous les 4-5 ans. Donc même la France actuelle ne donnera pas les chiffres sur les recensements faits au Maroc sous l'époque protectorat. Peut-être qu'un jour on les aura. Ce sera intéressant de voir justement qui était quoi. Il y avait à peu près 4 millions de Marocains à l'époque, contre 34 aujourd'hui, 35 aujourd'hui. Et donc ce sera intéressant de voir l'évolution, les régions, qui a lieu où et quoi. Le Mohamed V, à un moment, se dit il faut contrer la politique de la résidence, et donc avec j'ai oublié son prénom, avec un Tunisien qui s'appelle Elie Lataf, il crée un journal qui s'appelle l'Union marocaine, qui est un journal pour les Juifs destiné à contrer les mouvements d'émigration sioniste vers la Palestine, et tout ça pour en fait contrer la résidence. Et je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas, mais le journal va vivre. C'est M. Baïda qui est le jour qui peut le raconter en détail, parce que c'est un spécialiste de l'histoire de la presse marocaine. Le journal va vivre à peu près jusqu'en 1939.
En 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne, et pas dans le sens inverse, puisque l'Allemagne envahit la Pologne. Quel est le troisième pays qui a déclaré la guerre à l'Allemagne? Le Maroc. Avant le Canada, avant la Nouvelle-Zélande, avant l'Australie. Pourquoi Mohamed V fait ça? Il justifie après-guerre, il va justifier son geste en disant: 1. Hitler a promis de toute façon qu'il ferait la peau des Arabes après celle des Juifs. Donc, il y a ça. Deuxièmement, il s'en prend aux Juifs qui constituent quand même à peu près entre 5 et 10% de ma population, de moi, Mohamed V, en tant que souverain. Et 3, quoi qu'on en dise, les intérêts du Maroc et de la France sont encore liés pour quelques années. Et 4, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il amènerait l'addition en 1945 en disant maintenant l'indépendance pour le Maroc. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc Mohamed V déclare la guerre à l'Allemagne. Il fait un appel public à la prière du vendredi dans toutes les mosquées. Enfin, il fait lire un appel public dans toutes les mosquées de royaume, dans lequel, 1, il déclare la guerre à l'Allemagne, il explique pourquoi, et 2, il demande aux Marocains de s'engager dans l'armée française. Vont s'engager dans l'armée française 60 000 goumiers, dont la moitié qui viennent de la zone espagnole. C'est-à-dire que les Marocains de la zone espagnole qui ont fait la guerre pour Franco vont passer la frontière, si on peut dire, la frontière artificielle coloniale, et venir s'engager dans les troupes françaises. Il y a 2000 Juifs qui vont s'engager dans les troupes françaises. Lesquels Français vont les refuser. Donc bon, à un moment, ils veulent les mettre, 2000 Juifs du Maroc, pardon. Ils veulent les mettre dans la Légion étrangère parce qu'ils ne sont pas français. Mais d'un autre côté, ils veulent les mettre dans les troupes marocaines, après ils ne veulent pas. Et la raison n'a jamais été expliquée. Après, on comprendra, quand je vous parlais de Noguès, qui est le président de l'époque, on comprend pourquoi il a fait ça. Le Noguès, alors, vous connaissez le général de Gaulle qui fait son appel du 18 juin, le 18 juin. Le 19 juin, de Gaulle de Londres contacte le général Noguès, qui est le résident français au Maroc, mais aussi le commandant de toutes les troupes d'Afrique du Nord françaises, et lui propose d'être le chef des armées de la France libre, en lui disant: mon général, parce que de Gaulle n'était que petit général de brigade à titre temporaire en plus, il lui dit: mon général, je me mets sous vos ordres, et c'est vous qui commanderez l'armée française en lutte, celle qui va continuer à lutter contre l'Allemagne, etc. Noguès accepte. Simplement, 2 jours plus tard, il se rétracte, et à ce moment-là, c'est le moment où Pétain prend le pouvoir en France, enfin, prend le pouvoir, est élu par le peu de parlementaires qui restent à la tête de l'État français, et Noguès change complètement, ne répond pas à De Gaulle, et par contre, comme Pétain était au courant du fait que Noguès avait dit oui à De Gaulle au départ, Noguès va tout faire dans les 2 années, enfin jusqu'en novembre 1942, pour essayer de se rattraper aux yeux du régime de Vichy. Et ça explique une bonne partie de son comportement à l'égard des Juifs marocains. Alors, Noguès va en rajouter, c'est-à-dire que quand la France instaure des mesures, je dis antisémites, c'est pas sans parler, parce qu'au Maroc, ça a un autre sens, mais des mesures anti-juives en 1940, enfin fin 40, Noguès en a déjà pris au Maroc des mesures qui sont plus dures que celles que Vichy a demandées. Et d'ailleurs, Vichy, au départ, n'a pas demandé au Maroc de les appliquer, mais a demandé de les appliquer qu'en Algérie, qui bénéficiait d'un système différent, parce que l'Algérie, c'était 3 départements français, que les Juifs algériens étaient depuis 1871, je crois, citoyens français, etc. Donc il y avait un régime qui était différent. Sur le papier, en 1939, en 1940, le Maroc reste un État souverain, même s'il est sous protectorat français. Donc c'est un système juridique avec lequel les fonctionnaires français vont jouer un peu. Noguès, à ce moment-là, instaure un système de quasi-dictature au Maroc, dans lequel il lâche les partis d'extrême, enfin il lâche le rang ouvert, dans le sens, comme on dit, lâcher les chiens, les partis d'extrême droite qui sont assez présents dans la population coloniale. Alors, les Français, en 1939, il y a à peu près 50 000 militaires qui sont à mettre à part, parce que c'est une catégorie qui est un peu différente, et il y a à peu près 300 000 Français, entre 300 et 400 000. Et ces Français occupent, alors il y a des hauts fonctionnaires de la résidence, mais qui représentent que quelques milliers de personnes, qui sont plutôt l'élite d'ailleurs de l'administration française, et le reste c'est du petit blanc, comme on dit, c'est-à-dire c'est du postier, c'est du Français qui pour des raisons électorales, à qui on est affecté un poste au Maroc, ou une ferme, ou un terrain, ou un... Et donc cette couche de Français qui est très populaire, va passer, qui est en général votée plutôt à gauche à l'époque, enfin plutôt socialiste, radical socialiste, c'est elle qui va basculer dans le clan de Pétain. Et c'est elle qui va pousser, en fait, et en Algérie et au Maroc, à prendre des mesures antisémites qui sont beaucoup plus graves, qui n'ont pas eu des conséquences dramatiques, mais qui auraient pu être beaucoup plus graves si la logique nazie était allée jusqu'au bout. Donc, la première chose que j'ai, alors, vous allez voir, Mohamed V était assez malin, enfin, plus que malin. Le premier décret, que Noguès oblige, que Noguès force Mohamed V à signer, il n'avait pas le choix, je vais vous expliquer pourquoi après,
c'est un décret dans lequel on interdit aux juifs de pratiquer certaines professions, c'est-à-dire avocat, médecin, grossiste en huile d'olive, allez savoir pourquoi, grossiste en textile, bah, tout un tas de choses comme ça. Ce que fait Mohamed V, il fait changer la traduction en arabe du Daïr, qui est la seule qui a une version légale au Maroc à l'époque, dans lequel il fait mettre la notion que c'est pas l'appartenance ethnique qui est considérée, c'est l'appartenance religieuse. Donc ce qui permet, en fait, à pas mal de professions, enfin il n'y en a pas beaucoup, mais à quelques commerçants juifs marocains ou des professions libérales, de s'abriter derrière un complice, entre guillemets, musulman, pour que ce soit lui qui signe les papiers. Donc l'avocat juif faisait le travail, l'avocat musulman signait le papier et l'envoyait. Donc ça a permis comme à certaines personnes de continuer à se nourrir, à travailler, à faire vivre leur famille. Le point que je voulais dire, c'est que sur Mohamed V, c'est qu'on a très peu, on a gardé très peu de traces écrites. Les déclarations qu'on a, parce que moi, à partir de là, j'ai fait mon livre, c'est des déclarations de petits témoins. C'est eh bien l'instituteur qui est au palais, c'est le chauffeur de médecin, c'est ces gens-là qui ont donné, souvent des Français d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes en arabe. Les archives royales marocaines ne sont évidemment pas vraiment ouvertes, donc je trouve ça normal d'ailleurs, parce qu'on est dans un système politique et dans l'histoire. Donc j'ai essayé de reconstituer tout ça à partir de témoignages divers, de journaux de presse de l'époque, mais qui n'étaient pas forcément très fiables. Alors ensuite, Noguès va prendre des mesures de plus en plus drastiques contre les Juifs. Donc on commence par leur interdire de pratiquer certaines professions. Après, on leur interdit certains lieux de résidence. Donc j'ai plus d'exemples en tête, mais il y a des endroits où il n'y a pas le droit d'habiter. Ils ont même essayé, alors pour ceux qui connaissent Casablanca, Noguès voulait même que les Juifs n'habitent plus dans le quartier Gauthier, qui était quand même leur quartier, qui est toujours d'ailleurs, qui était quartier privilégié quand même d'une certaine bourgeoisie commerçante juive. Gauthier. Gauthier. Enfin, c'est très riche, mais Gauthier, c'est vraiment l'ossature de la communauté juive de Casablanca à l'époque. Enfin, j'étais pas né, hein, je sais pas, ça peut peut-être changer. Après, il est question, sans que Vichy ne le demande. Donc, je vous rappelle pas, c'est Noguès. Ce qu'il fait, c'est sans qu'on lui demande. Donc, il fait venir au Maroc le commissaire aux affaires juives qui s'appelait Vara. Et Mohamed V refuse de rencontrer Vara. Au contraire de Lokri, son premier ministre, qui n'était pas. Et du Glaoui qui commence à... Alors Glaoui avait des idées pas très claires sur la question. Lui, il s'est dit, le Glaoui c'était avant tout un commerçant. Donc il voulait pas... Et à un moment, il voulait transformer. Avant-guerre, il y avait un projet pour Marrakech, c'était d'instaurer, de mettre 15 000 prostituées en place. Évidemment, sous sa responsabilité. Donc c'est pour ça que je le considère plutôt comme un commerçant ou un filou qu'autre chose. Et par contre, Mokri a fait 2-3 manœuvres dans le dos de Mohamed V en accord avec Noguès, que Mokri était là depuis la nuit des temps. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps il est resté. Donc il est resté avant le protectorat jusqu'à quasiment après le protectorat. Et Mokri va tenter de faire des petites manœuvres en douce, mais Mohamed V arrive à les déjouer. Donc Mohamed V, ce qu'il fait, il ne peut pas ne pas signer. S'il ne signe pas un décret, d'ailleurs c'est arrivé en 1953, il était exilé. Avant, on l'obligeait à signer. Alors au départ, quand il était jeune, on lui faisait signer des décrets sur lesquels il regardait pas, ou sur lesquels il n'avait pas forcément, il n'avait pas une éducation quand même, universitaire, c'est pas comme ça d'eux. Il pouvait parfois ne pas mesurer la portée des documents qu'il signait. De toute façon, à l'époque, on n'est plus dans la relation un peu de confiance qu'il y avait entre Moulay Youssef et Lyautey. Quand Lyautey pondait un texte que Moulay Youssef n'aimait pas, Moulay Youssef lui marquait en français sur la marge du texte en arabe, m'en parlait. Mais Moulay Youssef avait quand même à l'époque plus âgé. Mohamed V est plus réceptif aux ordres de la résidence. Ce qu'il peut faire par contre, et ce qu'il faisait très bien, c'était laisser traîner les dossiers dans le tiroir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à temps que les petits personnels de la résidence viennent lui demander, ce à quoi il répondait, envoyez-moi le résident qui vient lui demander. Donc ça lui permettait de gagner du temps. Ce qui fait qu'il a pu comme ça gagner du temps, notamment sur les mesures anti-juives. En 1900, je ne mélange pas dans les dates, mais en 1941, il y a les représentants de la communauté juive du Maroc, il y a 5 personnes, qui viennent voir Mohamed V discrètement. Ils rentrent dans une camionnette au palais avec la bâche qui est fermée, etc. Et ils se plaignent et ils lui racontent en détail, parce que Mohamed V ne sait pas. Il y a des choses qu'il sait, parce qu'il y a des décrets. Et il n'y a pas eu 2 décrets, là, j'en ai trouvé 9 ou 10, à peu près, des décrets anti-juifs. Et donc ils viennent lui dire, voilà ce qui se passe, voilà comment on nous empêche de vivre, voilà ce qui se passe en Algérie, voilà, etc.
Ce que fait Mohamed V, c'est quand le résident Noguès lui fait signer, enfin veut lui faire signer un décret qui vraiment là aboutirait pas à l'internement, mais pas loin de la plupart des Juifs du Maroc, ce que les Français ne pouvaient pas faire pour raison matérielle. Mohamed V, à la fête du trône, ces 5 personnes, il les invite officiellement, il les met à sa table et il met le résident à la table d'à côté. Ce qui pour la France, à l'époque, était une insulte grave. C'est pour la même raison qu'il a fait la déclaration de guerre à l'Allemagne, c'est de dire, c'est une façon de rappeler aux Français que, certes, vous êtes plus forts que nous, pour le moment, mais il y a un moment où il y aura pas le jugement dernier, mais les choses avanceront et on retrouvera notre souveraineté. En 1942, Noguès fait interner d'ailleurs 2000 juifs non marocains, c'est pour essentiellement des juifs algériens. Les Français créent 12 camps au Maroc, dont le plus célèbre est celui de Tazmamart, mais c'est les Français qui l'ont créé, c'est pas Hassan II. Ils font un camp de travail qui ressemble assez à ce qui se passait en France quand on internait les Juifs de France au camp des Ligues, enfin, au camp de Gurs, des choses comme ça. Et ils en créent notamment un sur le chantier du chemin de fer qui existe d'ailleurs, du chemin de fer de Bouaka, qui normalement devait descendre vers le Niger, où là ils ont interné les Juifs algériens qui avaient réussi à passer la frontière et à demander la protection du sultan. Là, j'ai un petit retour en arrière. Quand les Russes blancs ont perdu pendant la révolution bolchevique, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est important qu'on comprenne. Lyoté se dit, chez les Russes blancs, j'ai un paquet d'ingénieurs, de techniciens, de médecins, d'officiers de marine, je vais les récupérer pour le Maroc. Donc ces gens-là arrivent à Bizerte sur des bateaux dans lesquels il y a un certain nombre de juifs russes aussi. Et Lyoté les fait venir au Maroc. Donc on se retrouve, en fait, sur les 250 000 juifs de Maroc, il y a également 10 000 juifs d'Europe ou de Russie qui se sont retrouvés là par les hasards de l'histoire. Plus ceux, comme à l'époque la frontière il n'y avait pas de frontière entre l'Algérie et le Maroc, surtout pour les Français, plus ceux qui venaient d'Algérie et qui travaillaient dans les deux pays, comme ça s'est passé jusqu'en 1974 à peu près. Donc en 1942, Mohamed V, sous l'influence de la résistance, alors il y a 2 sortes de résistance. Il y a la résistance qui est générée par les Anglais et de Gaulle, et une résistance qui est dans les mains des Américains. Et ces 2-là, donc au Maroc, en Algérie, donc en Algérie, quand on retrouve la résistance qui collabore avec les Américains, c'est celle de José Aboulker, dont vous avez entendu parler, qui vont vraiment déclencher des mouvements de résistance sur des débarquements. Et au Maroc, on retrouve un peu la même structuration de résistants, je parle de résistants anti-allemands. N'oubliez pas, les Allemands ont imposé la présence de 400 officiers allemands de la commission d'armistice à Casablanca. Donc vous aviez je pense que ça devait faire peur à l'époque, mais il y avait des nazis qui se baladaient en uniforme dans les rues de Casablanca avec la croix gammée, et donc ça, vous voyez un peu l'ambiance. Donc ça n'a pas dépassé les 400, mais 400, ça met quand même, Casablanca n'était pas aussi grand à l'époque, ça devait quand même mettre une vision peut-être un peu, d'un futur pas forcément drôle. Mohamed V, sous l'influence de ces résistants, et par le biais des premiers militants de l'Istiklal, c'est une histoire un peu compliquée, mais en gros, il y a des réseaux souterrains à l'époque dans lesquels il y a des intérêts je perds le mot français, des intérêts communs pour la durée de la guerre et qui après se dissolvent. Mohamed V veut aller au clash avec Noguès, en disant Noguès, de toute façon, il n'a pas tardé un jour, il veut lui arriver quelque chose. Donc Mohamed V refuse de signer le dernier daïr, qui était le dernier daïr de mesures d'internement, je crois, d'une dizaine de milliers de juifs. Et à ce moment-là, au moment où Noguès commence à réfléchir à la possibilité d'éliminer Mohamed V, soit de le faire tuer, en collant la responsabilité aux nationalistes d'ailleurs, soit de l'interner, soit de le destituer comme il a fait en 1953, Mohamed V est sauvé par le débarquement américain au Maroc le 9 novembre 1942. Et la première question, le premier point que là c'est la conférence d'Anfa, un petit peu plus tard. Mohamed V s'invite aux côtés de Noguès qui était encore là, qui n'avait pas eu le temps d'être arrêté par les gaullistes. Et la première question que Roosevelt lui pose, c'est quel est le sort des Juifs au Maroc? La première. C'est pas la dernière, parce qu'après, Mohamed V a essayé de se placer avec habileté pour faire en sorte que les États-Unis poussent un peu la France en dehors du Maroc. Ça a marché pendant un certain temps, jusqu'à temps que les Français s'en rendent compte. Alors, il y a 2 points que je voudrais évoquer avec vous. Quand j'ai creusé, moi, ma question de savoir ce qu'a fait Mohamed V ou pas, j'ai trouvé 2 histoires qui, en fait, sont des légendes. Alors, il y en a une qui court au Maroc, mais ici, je ne sais pas, mais au Maroc, elle est hallucinante, c'est de dire,
quand la France voulait imposer le port de l'étoile juive aux juifs marocains, Mohamed V aurait dit « Prenez-en 20 de plus pour mes 4 femmes et mes 12 gosses pour mes mari. » Bon, ça, c'est une histoire, enfin, c'est une légende. Moi, je dis c'est une légende parce que c'est comme un mythe. C'est une légende qui est née dans le quartier, dans le Mélar de Fès, où quand les gens qui étaient un peu... qui ne pouvaient pas repartir pour des raisons, notamment soit de police, soit d'argent, parce qu'ils n'avaient plus le droit de travailler, se sont dit « Il faut qu'on se trouve un mythe. » Et à l'époque, les Danois avaient inventé ce mythe à propos de leur propre roi, et qui est aussi une légende, parce que le roi du Danemark a largement collaboré avec les Allemands, quoi qu'on en dise. Et la légende du roi du Danemark mettant l'étoile jaune, c'est une pure fiction, c'était inventé par le consul du Danemark à New York. Donc, je ne sais pas comment l'histoire... alors, je dis peut-être une bêtise, mais moi, j'ai pas trouvé, j'ai vérifié dans tous les sens. Je ne sais pas comment l'histoire est passée du consulat du Danemark, du New York au Méla de Fès, mais il y aurait quand même une... Alors, il y a un truc que j'ai découvert au Maroc qui s'appelle le téléphone arabe, et ça marche assez bien. J'y croyais pas, et justement, on a parlé de Jana Baïda, il y a même un gars à l'université de Mohamed V de Rabat qui fait sa thèse sur le téléphone arabe, sur les mécanismes, et pourquoi. Deuxième légende que j'ai trouvée, mais là, elle est plus liée pour des raisons politiques. L'association française de Yad Vashem va à un moment essayer de faire placer, alors je vous passe sur les raisons politiques parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, va essayer de faire passer Mohamed V sur la liste des justes. Donc il y a tout un travail qui est fait sur le site, sur le site de l'association française, à moins qu'il l'ait enlevé depuis que je suis sorti mon bouquin, mais il y a marqué Mohamed V est reconnu parmi les justes, il est inscrit sur la liste à Yad Vashem, et d'ailleurs aucun arabe ne fait partie de cette liste. Moi, j'ai été faire deux choses. Le site de Yad Vashem, il est en hébreu, mais il est aussi en anglais. Donc, j'ai parcouru toute la liste. Il n'y a pas Mohamed V. Et après, je leur ai posé la question pourquoi. Et par contre, il y a deux gars qui s'appellent Mohamed. Donc, comme quoi, ce qui est vrai. Dans une affaire comme ça, j'ai plutôt tendance à croire le site officiel de Yad Vashem en Israël qu'une association pas forcément très claire en France. Donc c'est le deuxième mythe que j'ai trouvé, mais c'est un mythe qui court au Maroc aussi. Bon, à la limite, vrai ou pas vrai, peu importe, puisque son comportement était celui d'un juste. Qu'il soit inscrit gravé dans le marbre ou pas gravé dans le marbre, ça n'a pas une grosse importance. C'est comme l'histoire de l'étoile. Je le dis dans mon livre, je dis, elle est pas aussi belle que la réalité, mais elle mérite d'exister cette histoire. Et il faut juste dire, c'est une légende. Mais des légendes, les événements dramatiques comme la Deuxième Guerre mondiale en ont tellement créé dans tous les sens, à commencer par la légende de la France qui a gagné la guerre toute seule contre les Allemands, qu'on n'est pas une presse. Non, c'est le talent de Gaulle d'avoir fait reconnaître en 1945, fait croire aux 35 millions de Français de l'époque qu'ils avaient gagné la guerre contre les Allemands. Et même maintenant, je crois que même les enfants le croient encore. Voilà dans les grandes lignes. Ah si, alors, je vous dis un truc. Vous allez être confronté, quand on parle de Mohamed V, il y a un tas de rumeurs, il y en a que je n'oserais même pas dire, même en privé. Mais, juste avant son exil, en 1953, le maréchal Juin, qui avait été aussi un bon collabo avec les Allemands, parce que De Gaulle avait dit, si vous saviez ce qu'il a fait avec les Allemands, je ne veux même pas lui serrer la main. Le maréchal Juin, qui était que général, je crois le fois, demande au colonel Lecomte, qui est le chef du deuxième bureau en Tunisie, de venir créer un service arabophone au Maroc pour salir l'image du sultan et de sa famille. Ce qu'il va faire avec talent. Et Lecomte a publié, des années après, il a raconté son histoire à la presse française, qui n'en avait rien à faire d'ailleurs, parce que c'est en pleine guerre d'Algérie, donc ça n'intéressait pas les Français. Lecomte, c'est un officier intègre, on lui demande c'est un militaire, on lui demande de faire quelque chose, il le fait. Et n'oubliez pas que les officiers d'armée française, à l'époque, quand ils venaient au Maroc, ils étaient obligés d'apprendre ou la darija, ou l'arabe classique, ou un des dialectes berbères, enfin amazigh. Et pareil pour les hauts fonctionnaires. Donc Lecomte, il manie parfaitement l'arabe marocain, et il va créer un service dans lequel on va raconter que Mohamed V a collaboré avec les Allemands, que Mohamed V faisait ceci. Enfin, je ne veux pas vous raconter les horreurs, mais ces horreurs, elles continuent de circuler. Et quand j'ai commencé à écrire mon livre sur Mohamed V, j'ai eu un tas de gens dans les... Vous savez, ces Marocains qui se croient parfois un peu plus libéraux que les autres, et qui sont, quelques-uns qui sont, comme les Français très donnables le sont, qui sont me dire, oui, mais voilà ce qu'il a fait Mohamed V, il a fait ci, il a fait ça. Et même encore, ce matin, j'ai reçu un message d'un imbécile sur Facebook qui commençait à me ressortir ce genre de trucs en boucle. Donc, ces rumeurs, elles ont eu la vie dure, elles vont poursuivre Mohamed V quasiment jusqu'à sa mort. Et même maintenant, ça continue. Et moi, ça me fait de la peine à chaque fois que je me dis, il y a suffisamment de belles choses dans l'histoire du Maroc, et d'ailleurs, ce qui me fait plaisir, c'est que le mot Maroc, ça nous rassemble tous ici. On est d'au moins 3 religions, si c'est pas plus, d'origine, de nationalité, il va y en avoir des dizaines. Et le sujet Maroc, ça nous fait remplir une salle. Moi, je trouve ça magique. Donc c'est dommage que ces histoires continuent de durer, mais
Quand vous verrez ce genre d'horreur sur Mohamed V, dites-vous, ça, c'est une invention française. Mais c'est pas, à la limite, l'invention française, c'était entre guillemets de bonne guerre à l'époque. Maintenant, il est important de le démentir et que je le raconte aujourd'hui parce que ça me tient à cœur. Je vous remercie, je suis à votre attention, je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez.